qui m'a fait le plus de mal, ce qui m'a le plus détruit, c'est lié au développement personnel. En développant cette addiction au stress et en misant sur du sport hardcore, de la douche froide le matin, du jeûne intermittent tous les jours, et tout le temps me pousser et culpabiliser quand je me pousse pas assez et carburer à la honte et à la culpabilité, et ben je me suis cramé. À 28-29 ans, j'étais vidé quoi. C'est sortir de cette idée que je vais réussir à tout prix. Non. Si le prix à payer c'est moi, alors ça vaut pas le coup. Bonjour monsieur, bienvenue dans ce podcast, ça va être incroyable. Alors on en discutait en off, ça fait 2 ans qu'on se connaît, 2 ans qu'on discute à travers les réseaux sociaux, même beaucoup plus. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois que je te vois, que ce soit sur des podcasts, dans Le Crayon ou peu importe, c'est que on sent qu'il y a un esprit vif derrière. Tu vois, tu as des réflexions qui vont un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, des choses qui vont même un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans l'entrepreneuriat. Et j'aime beaucoup des visions sur pas mal de points. Et je voulais échanger avec toi justement pour parler de ton parcours, parler un petit peu de ce que tu fais. Et là, on va du coup, pour teaser un petit peu, j'aimerais bien qu'on s'oriente assez rapidement sur du croustillant, sur des sujets un petit peu d'actualité, business, biohacking, etc. Tu vois, est-ce que là, déjà pour commencer, est-ce que tu peux commencer par pour attirer un peu l'attention, il faut que les gens ils aient du croustillant. Est-ce que tu as des métriques un peu sympas à nous partager? Par exemple, est-ce que tu as été interviewé dans des gros podcasts, j'ai parlé du crayon, etc. Souvent, c'est surtout ça qui permet de hook l'attention rapidement, quoi. Il y a eu quelques podcasts qui ont bien marché et qui m'ont donné de la légitimité et de la valeur perçue. Il y a eu l'interview chez Le Crayon où j'ai joué le rôle de l'anti-jeu vidéo. J'ai accepté d'être le bouc émissaire et de me faire insulter par des milliers de personnes J'ai vu. qui avaient pas envie d'entendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Il y a eu Nassim, je suis passé chez Nassim. Après, on l'a invité sur notre podcast parce qu'on a créé un podcast aussi. Et il y a eu quoi d'autre? Il y en a eu pas mal, mais en vrai, tout est parti d'une vidéo qui a percé il y a 3-4 ans. Il y a 4 ans, sur Instagram, où je parlais de stress, de gestion du stress. J'ai l'impression qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde qui en parlait. Moi, j'avais entendu parler de ça via la méthode Lafay il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu plus de notoriété publique qu'il faut apprendre à gérer son stress et que bien manger, bien dormir, ça suffit pas et que on peut quand même se cramer en faisant tout bien. Et puis, non, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est des sujets que moi j'ai poncé pendant des années et des années, depuis que j'ai 17-18 ans, là j'en ai 32. Et donc, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait toutes les erreurs que je vois les gens faire aujourd'hui, je les ai faites 10 ans avant. J'ai payé le prix j'ai débarqué sur les réseaux en disant des trucs intéressants et en expliquant aux gens par A plus B et en réussissant à vulgariser, en leur expliquant pourquoi ils faisaient de la merde et pourquoi ils allaient droit dans le mur. Et je pense que c'est ça qui a parlé aux gens et qui fait qu'il y a des gens qui ont voulu m'inviter dans leur podcast pour venir en parler plus largement. Donc très content d'être là et merci à toi parce que c'est vrai que ça fait un bail qu'on échange et c'est l'occasion de discuter plus en détail. De ouf. Donc là, globalement, toi, ton point d'entrée, point de contact, c'était autour du stress. Qu'est-ce que tu fais C'est ça. concrètement actuellement? Si, par exemple, les gens veulent te retrouver, qu'est-ce qu'ils vont découvrir en particulier? Est-ce que tu as toujours des accompagnements autour de ça? Qu'est-ce que tu Ouais. proposes? Alors, le point de départ pour moi, l'axe de communication majeur, c'était le stress, l'anxiété, le burn-out sur mon âge. Parce que après une douzaine d'années à étudier la santé physique, émotionnelle, mentale et même financière en fait, parce que c'est lié, bah, j'en suis arrivé à la conclusion que tout est relié au stress. Qu'en fait, quand tu apprends à mieux gérer ton stress, quand tu comprends ce que c'est le stress, comment ça marche, qu'est-ce que ça implique, quels sont ses mécanismes et à quoi il sert, et que tu fais ce qu'il faut, bah en fait, ça va impacter positivement à peu près tous les aspects de ta vie. Ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres, ton rapport à ta psychologie, ton rapport à l'argent, ton rapport à l'effort, au sacrifice de soi, enfin absolument tout. Et donc j'ai construit autour de ça. Mais disons que j'ai abordé des sujets qui étaient déjà largement abordés sur Internet, à savoir la santé, le rapport à l'argent, le business, tout ça, mais depuis un prisme différent, en intégrant, en amenant une prise de recul et une vision systémique et cybernétique des choses. Ça, c'est deux termes un peu barbares qui font un peu, je me prends pour le boss, mais c'est juste des domaines d'études et des prismes, des grilles de lecture du monde qui sont plus riches, je trouve, et qui sont plus basés sur les principes premiers et sur les grands principes et qui permettent de faire le lien entre les sujets, de mieux comprendre les choses sans se perdre dans des méthodes et dans des détails qui servent à rien. La systémique, c'est ça. Et ça date des années, je sais pas, 70, 80. C'est les Henri Laborie, Joël de René, euh, Edgar Morin, les mecs comme ça. Ouais. Et j'ai évidemment perdu le fil, ce qui est ma spécialité.
exactement. Et, J'ai et je pense que testé. c'est ça qui a fait que le discours s'est un peu démarqué au début. J'essaie d'amener à la fois du recul et de la complexité, mais en même temps un discours très simple, voire très simpliste, qui revient à dire arrêtez de vous prendre la tête avec des détails, ça sert à rien en fait. Tout fonctionne déjà très bien. Votre organisme est une machine merveilleuse qui s'autorégule à la perfection du moment que vous le laissez tranquille et que vous lui en donnez les moyens. Donc arrêtez de casser les couilles avec vos habitudes, vos routines et votre obsession du contrôle qui relève de votre petit mental terrifié par la mort en fait. J'ai vu un post il y a pas longtemps où tu parlais justement du biohacking et de cette besoin de surcontrôle. Justement, je suis très intéressé par discuter avec toi là-dessus parce Ok. que on rejoint justement ce que tu dis, c'est-à-dire que par rapport à ton parcours, je me reconnais vachement aussi. J'ai testé plein de méthodes, plein de trucs, etc. Les Mm. douches froides, toutes ces conneries, tu vois. Et ce qui me permet de maintenant de dire que c'est de la merde, c'est parce que j'ai vu que c'était du caca, tu vois. Et le problème, c'est qu'en ce moment, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup un peu de je veux être en bonne santé, j'ai besoin de chercher de la complexité, alors que comme tu dis, c'est assez simple, tu vois. En fait, c'est comme dans la politique et l'économie, il y a le narratif et il y a le réel. Ouais. Et en fait, les gens s'accrochent à un narratif, ils se racontent une histoire, ils se racontent une belle histoire selon laquelle ils prennent soin d'eux. Alors qu'en fait, ils sont en train d'exprimer du contrôle, une obsession du contrôle sur tout leur quotidien, sur ce qu'ils mangent, sur leur rapport au sport, sur leur rapport au business, sur leurs relations. Et cette obsession du contrôle, elle vient d'une peur. Elle vient d'un sentiment de sécurité qui n'est pas bien installé et d'une anxiété face à la vie, d'une angoisse face à l'incertitude, face au chaos de la vie. Et ça s'exprime sous forme de contrôle. Alors c'est très facile d'exprimer du contrôle sur des domaines comme l'alimentation ou le sport parce que du coup on peut tout contrôler, machin, peser, mesurer, machin. Mais ça règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que les gens doivent apprendre à être à l'aise avec l'incertitude dans un monde ultra complexe et chaotique. Euh, à une époque, nos ancêtres ont inventé un truc un peu bébête qui s'appelait la religion pour ça. Euh, Pour la aujourd'hui, suite vu de que, biohacking. en fait, aujourd'hui, la croyance religieuse a disparu chez beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation là-dedans et qu'ils ne comprennent pas les intérêts, ils ne voient que les mauvais côtés. Et donc, la nature détestant le vide et les gens étant toujours autant angoissés par la mort, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être la science, ça peut être le biohacking, ça peut être le dev perso, ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être l'écologie, ça peut être le wokisme, ça peut être tout ce que tu veux en fonction des idéologies de chacun, mais ils trouveront toujours un truc pour se rassurer, une liane à laquelle se raccrocher. Ouais. C'est quoi la pratique qui t'a le plus a été délétère entre guillemets, tu vois, genre bon, on est tous tombés dans les abysses. C'est quoi le Ah, truc c'est où une tu bonne te dis, question. putain, quel enfer, tu vois. Alors, c'est une très bonne question, tu sais, on me l'a jamais posée, mais ce qui m'a fait le plus de mal, ce qui m'a le plus détruit, c'est c'est lié au développement personnel. C'est toute la partie obsession de la productivité liée au dev perso et à la santé. C'est par exemple le fait de d'abuser du jeûne intermittent. C'est le fait de développer une addiction au stress Ouais. pour me pousser à faire des choses qui étaient inconfortables pour moi, qui étaient difficiles et qui me faisaient peur, plutôt que d'aller travailler à l'intérieur, faire un vrai travail de thérapie, un vrai travail de fond, pour aller voir ce qui me faisait tant peur et pour aller consolider mes fondations psychologiques sur lesquelles j'étais construit. Et en fait, en développant cette addiction au stress et en misant sur du sport hardcore, de la diète cétogène, de la douche froide le matin, du jeûne intermittent tous les jours, et tout le temps me pousser et culpabiliser quand je me pousse pas assez et carburer à la honte et à la culpabilité, et ben je me suis cramé. Je me suis cramé en quelques années. Je suis arrivé dans un état d'épuisement chronique, de quasi burn-out. J'ai jamais été dans un état de burn-out total où tu peux plus te lever de ton lit, Mm. mais j'ai été dans des états où quand j'avais 28-29 ans, là j'en ai 32, à 28-29 ans, j'étais vidé quoi. J'étais Ouais. vidé et j'avais fait beaucoup de dégâts au niveau du système digestif, au niveau du système nerveux, au niveau du système hormonal, parce que j'avais pas honoré mes besoins et que j'avais voulu performer physiquement et cognitivement en n'en ayant pas les moyens et que j'avais pas fait un travail de fond pour aller traiter les causes du problème. Ça, c'est un vrai problème, hein. Un vrai problème. Et encore une fois, je me reconnais vachement. Tu vois, genre, dans le parcours STAPS, c'est un peu
le parcours classique du mec qui est dans le cursus, c'est hyper concurrencé. Donc toi, ton objectif, c'est de devenir meilleur que les autres. Donc comment tu deviens meilleur que les autres? Bah, tu t'entraînes 3 fois par jour, puis 4. Puis tu optimises ton alimentation, puis tu manges 4000 calories, puis tu prends une Oura Ring, puis tu prends ci, puis tu prends les douches froides, puis tu t'intéresses à la naturopathie, et tu cumules, et tu cumules, et tu cumules. Tu deviens pas plus performant, mais psychologiquement, tu te donnes l'air C'est rassurant, hein. Ouais, tu vois. En fait, c'est rassurant parce que ça permet de tout passer par le prisme du mental et de l'intellectualisation et de la rationalisation. Ouais, Et en fait, on adore se réfugier dans le mental parce que le mental, c'est le siège de l'ego. ouais. Et l'ego, son rôle, c'est de nous permettre de survivre et de nous donner l'illusion qu'on n'est pas en danger, qu'on est en sécurité. Alors qu'en fait, la vie, par essence, c'est des dangers, des insécurités et du chaos. Et le seul moyen de vivre pleinement, c'est d'accepter qu'on va crever. Donc, tant que t'as peur de la mort, t'as peur de vivre. Et si t'as peur de vivre, tu te réfugies dans ta tête et tu te réfugies dans le contrôle. Ouais. Et dans le vide, Et dans la tu désinvestis ouais, la sphère émotionnelle et l'instinctif, le rapport au corps et au concret, tu vois. ouais. Et j'ai vu même dans la peur juste du vide et du rien, tu vois. Genre toutes nos journées maintenant, elles sont rythmées. Tu vois, genre moi, quelqu'un qui fait du sport, machin, et qui calcule et qui travaille 15 heures par jour et qui n'arrête pas non-stop, pour moi, c'est signe d'une problématique, tu vois. Genre Mm. maintenant, on se retrouve plus à rien faire, tu vois. Genre le rien faire, ça veut dire perdre du temps, tu vois. Là-dessus, j'ai mis des années avant de comprendre et surtout aussi d'être capable d'expliquer pourquoi. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'occuper tout le temps? ouais, S'occuper tout le temps, être toujours en train de faire des choses, c'est un très bon moyen d'éviter de devoir passer du temps juste à être et à être présent avec soi-même. ouais, Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Parce que l'immense majorité d'entre nous, et depuis le début de l'humanité, hein, on a vécu des enfances qui ne sont pas idylliques. On a tous vécu des traumatismes, plus ou moins concrets, plus ou moins graves. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, je pense. Euh, et donc, l'enfant n'étant pas capable de digérer des événements traumatiques, il va se dissocier. C'est un mécanisme de protection inconscient, un mécanisme de survie, c'est de se dissocier d'une partie de soi, de se dissocier de ses émotions, de se dissocier de ses sensations. Et en fait, plus tard, à l'âge adulte, on grandit avec ça. Et comme on a toujours ce besoin de se dissocier, de rester coupé de soi, d'une partie de soi, moi en l'occurrence c'était les émotions, et ben on va avoir besoin de se fuir. Parce que si on passe du temps seul avec soi-même à s'ennuyer, on se retrouve face à ça, face à ce vide, face à cette douleur qui peut remonter et être très inconfortable. Et c'est ce qui se passe en thérapie, hein. Le but d'une bonne thérapie, c'est de t'accompagner pour digérer la douleur associée à un trauma que t'as pas digéré étant gamin. Et donc, puisqu'on a toujours besoin de se fuir pour ne surtout pas se retrouver seul avec soi-même, eh ben, on va se réfugier dans le faire. ouais. Et on va se réfugier dans le contrôle et on va remplir le vide. Et donc, on passe jamais du temps sans un podcast dans les oreilles, sans son téléphone. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses à disposition pour combler ce vide et pour contourner le vrai problème et rester emprisonné dans son narratif, tu vois. Et puis c'est Et facile. c'est pour ça que je dis que, pour moi, le vrai travail relève de la thérapie. Le vrai travail, c'est celui qui est pas sexy, qu'on n'a pas envie de faire, qui est douloureux, mais qui est salvateur et nécessaire. Ouais. C'est, à mon avis, c'est pour ça que je parle des fondations. Et ensuite, tu bâtis sur des fondations solides. Mais si tes fondations sont friables et que toute ta vie, tu t'es fui, alors à 15 ans dans les jeux vidéo, mais à 20 ans, c'est beaucoup moins gratifiant socialement, donc tu fuis dans le travail, ouais, tu vas essayer de bâtir ta vie, mais tu vas bâtir sur des fondations fragiles. Et le jour où il y aura une tempête dans ta vie, tu vas t'effondrer. Sauf que cette fois, tu auras les mêmes problèmes, plus des choses à perdre. Ouais. Et puis c'est inconfortable quand tu te retrouves tout seul. Quand tu commences à avoir le déclic et te retrouver un peu face à tes pensées et que ça remonte parce que quand tu fais rien en fait, au bout d'un moment ce qui se passe c'est que ça remonte, tu vois. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis ça m'assère, tu dis putain mais moi j'avais ça enfoui au fond de moi. Pas ouf, tu vois. Et là, du coup, ça t'oblige à traiter le problème. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on te demandait de ranger ta chambre. Pour moi, l'humain, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est un éternel enfant. En fait, il cache ses problèmes sous le lit, tu vois. Enfin, ranger C'est ta très chambre, juste. tu sais, il met tous les jouets sous le lit, et puis c'est bon, c'est réglé. Tous ces problèmes liés à ces traumatismes, etc., c'est la même chose, tu vois. On est sans cesse en train de cacher quelque chose comme ça, tu vois. C'est très juste. Et tu dis, l'humain est un éternel enfant. C'est pas parce que une convention collective a décidé qu'on était adulte à 18 ans qu'on est adulte. Ça n'a aucun sens. Hmm. Euh, Moi, je connais des jeunes de 16 ans qui sont plus adultes dans leur rapport à eux-mêmes et dans leur rapport au monde que des mecs de 40 ans. De ouf. L'âge mental moyen est très bas. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas,
Si l'âge mental moyen n'était pas si bas, les gens n'accepteraient pas d'être traités comme des enfants par un parent maltraitant incarné par l'État français. C'est juste. Donc oui, les gens sont des enfants et ils sont des enfants parce qu'ils sont brisés psychiquement beaucoup, ils sont très abîmés psychiquement et être un adulte, ça implique de prendre ses responsabilités à l'échelle individuelle et donc ça implique le risque inhérent à tout ça parce que la liberté ça coûte cher, la responsabilité ça coûte cher. Donc ça fait peur. Qu'est-ce qui a fait que toi, parce que du coup, il y a forcément ce truc où tu étais proche du burn-out. Tu vois, mais il y a des gens qui tirent sur la corde au bout d'un moment et qui continuent, et ça peut durer des années, parce que le corps est très, très solide, le psyché aussi, tu vois. Toi, il y a eu un truc, un événement, quelque chose qui t'est dit, là, il faut que j'arrête mes conneries, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça a été une succession d'événements. Moi, jusqu'à mes 25 ans, j'étais emprisonné par mon ego dans une logique de personne ne sera là pour m'aider, je ne peux attendre de l'aide de personne, je dois régler tous mes problèmes tout seul, et donc je vais me débrouiller tout seul. Euh, J'étais dans ce schéma-là. Et c'est un schéma hérité de l'enfance qui fait qu'ensuite, à l'âge adulte, inconsciemment, tu fais tout pour confirmer ce narratif, Hmm. pour attirer, pour vivre des événements qui font que tu pourras confirmer ce narratif. Genre, Ouais. constater que, ah oui, effectivement, je peux compter que sur moi-même. Donc, jusqu'à 25 ans, j'ai fait ça. Et je savais que j'avais besoin de me faire aider parce qu'il y avait des sujets trop profonds, trop douloureux que je pourrais pas régler seul. Mais je le faisais pas. Jusqu'à ce que je croise la route de quelqu'un qui se trouve être la bonne personne, qui soit à la fois extrêmement intelligent et qui ne juge pas. Et donc cette personne-là m'a beaucoup aidé en thérapie et ça m'a permis de faire des bonds en avant. Je dirais que ça a été un déclic. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres événements? Oui, il y a eu des événements, des expériences de vie qui font que tu te confrontes à tes peurs et ensuite tu peux constater que t'avais surestimé les enjeux pendant tout ce temps et que finalement il se passe rien de grave. Ouais. Genre par rapport à la peur du rejet, du ridicule ou de l'abandon. Hmm. Des événements de vie, des expériences de vie, ça peut être faire du porte-à-porte, ça peut être pour un boulot, ça peut être voyager, te retrouver dans des situations compliquées et devoir gérer des problèmes parce que t'as pas le choix et que tu peux plus les esquiver. Ouais. Et ensuite l'aspect thérapeutique et aussi être capable de prendre du feedback de ce qui se passe réellement, de prendre du feedback du réel, de faire les médiations de manière rationnelle et de comment dire, ouais, de mesurer les conséquences de tes actes et de voir ce qui marche pas et d'ajuster le tir en Ouais. fait. Ça paraît con en fait, mais je pense que pour certains et certaines c'est difficile, Hmm. ne serait-ce que de faire ça. Ouais. Et à quoi ça Parce ressemble que un peu vas-y, je te laisse. par idéologie, tu peux t'enfoncer très longtemps dans un truc qui n'est pas bon pour toi, Ouais. sans te rendre compte que rationnellement, c'est pas ce dont tu as besoin, tu vois. Hmm. Ouais. Et qu'est-ce qui T'allais t'a... me dire quoi, pardon? Ouais, ouais, en fait, en gros, qu'est-ce qui t'a... euh, concrètement, maintenant, là, du coup, j'ai vu l'avant, l'après. La question, c'est maintenant à quoi ça ressemble un peu le quotidien d'un gars qui a compris que tout ça, c'était que du vide, entre guillemets, enfin, une sorte de complément du vide, entre guillemets. Maintenant, comment s'articulent tes journées? Comment tu gères justement cette notion de stress, cette notion de toutes les Ok. problématiques que tu rencontres, tu vois, genre... Bah alors déjà, ayant vachement avancé sur le travail de fond, le travail de thérapie, le travail Ouais, on va dire, de guérison au niveau émotionnel, je suis beaucoup moins dépendant de mes routines et de mes bonnes habitudes de santé pour me sentir bien. ouais, ok. Puisque, tu vois, pourquoi avant j'étais si dépendant d'une hygiène de vie millimétrée, de mes étirements, de mes séances de respiration, de mes machins? C'est parce que intérieurement j'étais tellement en insécurité que il y avait toujours un stress énorme en toile de fond. Aujourd'hui, ce stress, il s'est dissipé en partie. Je dirais pas complètement parce on se débarrasse jamais complètement de son symptôme. On ne devient pas qui on veut. On est qui on est avec notre héritage et c'est inscrit en nous et on pourra pas tout changer. Mais on peut quand même évoluer. Enfin, on peut quand même changer des choses. Mais du coup, je dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins de prise de tête et de charge mentale allouée à l'hygiène de vie. Ouais, Euh, c'est aussi la capacité à sortir d'une obsession de la performance et de la productivité dans tous les domaines en même temps, tout le temps. ouais, Par exemple, à une époque où mon rapport au sport, il était
conditionné par la recherche de performance d'amélioration permanente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mm. Là, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec l'idée que j'aurais peut-être pas un meilleur physique qu'à 40 ans qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, carrément. Donc, ça m'a permis de lâcher là-dessus et d'être moins dans la honte et la culpabilité quand je n'atteins pas un objectif ou quand je ne performe pas comme j'aurais voulu. Ouais. Et donc, j'ai un rapport beaucoup plus détendu au sport et donc j'y vais pour m'amuser, prendre du plaisir et je suis beaucoup moins dans le contrôle. Je ne compte plus, j'ai lâché prise là-dessus. Mais c'est pas un lâcher prise. C'est pas un lâcher prise qui vient d'un désir de lâcher prise. Parce que Ouais. ça, ce serait encore remettre de l'utilitarisme dans Mm. l'équation. Ouais, bien C'est sûr. un lâcher prise qui, malgré moi, Mm. juste, je ne ressens plus intérieurement le besoin de contrôler et d'être parfait et d'être hyper exigeant avec moi-même. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Comment ça s'incarne? Bah, c'est beaucoup moins de jugement interne, d'auto-jugement et donc aussi beaucoup moins de jugement envers les autres. Tu vois, à une époque, bon, ça c'est propre à moi et ma personnalité, je pense. Tout le monde se reconnaîtra pas là-dedans, mais à une époque, j'étais aussi exigeant avec autrui que je l'étais avec moi-même. Ouais. Donc j'étais insupportable en fait parce que j'exigeais des autres qu'ils se plient aux exigences que j'avais envers moi-même. Ouais, Donc ouais, je pense que j'étais extrêmement difficile à vivre. ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. C'est vrai, non? Il y a une femme qui est juste là C'est validé. et qui fait comme ça. Euh, En fait, un truc que je rajouterais aussi, c'est sortir d'un rapport au monde un peu magique où justement, où tu ne prends pas de feedback, où tu ignores les lois de la physique et de la thermodynamique et où tu penses que tu vas pouvoir performer physiquement et cognitivement sans que ça te coûte de l'énergie. Par exemple, je vais bosser 2 heures par jour, je vais développer une boîte, je vais développer une licorne, je vais prendre 20 kilos de muscles et je vais être performant dans tous les aspects de ma vie, Mm. tout en dormant 5 heures par nuit, en faisant un repas par jour et sans jamais faire de pause. Ça n'a pas de sens. En fait, si tu fais ça, tu finis en faillite. À une autre échelle, si tu fais ça, si t'es la France et que tu fais ça, ça reviendrait, bon, ce serait vraiment absurde, hein. Ça reviendrait à vivre 50 ans à crédit et à avoir, je sais pas moi, 3300 milliards de dettes. Ah bah, tu finis en faillite. Ah, mais c'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Ah, on peut vraiment prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années, mais bref, c'est un autre sujet. Ouais. Mais ça reviendra à ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est juste sortir d'un rapport au monde magique, Ouais. qu'on pourrait appeler socialisme d'ailleurs, Le mec qui balance. et juste remettre du putain de bon sens et de concret et de rationnel et de rationnel. Ouais. Tu peux pas, c'est, voilà, c'est sortir de cette idée que je vais réussir à tout prix. Non. Si le prix à payer c'est moi, alors ça vaut pas le coup. Et donc, la conséquence de tout ce travail pendant des années, ça a été de reconstruire une vraie estime de moi-même. Et une vraie estime qui n'est pas conditionnée par le regard d'autrui, par les résultats. C'est juste une estime de soi, un amour, une considération, un amour suffisant pour soi pour refuser de faire quelque chose si le prix à payer c'est toi. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis et un truc qui est aussi un peu paradoxal, c'est finalement à partir du moment où tu te lâches la grappe, tu es dans ce lâcher prise, que ce soit sur Tu te fous la paix, ouais. sur la productivité, sur la performance, etc., bah, tu es performant indirectement. C'est assez bizarre comme cette loi de moins tu mets d'efforts intentionnels, je parle intentionnel, mais forcés dans la chose, moins tu as de résultats. Enfin, plus tu as de résultats, tu vois, inévitablement. Tu vois, genre typiquement sur la partie business, il y a un moment donné, moi j'étais à fond en mode le million et machin, et mes couilles sur ton nez, et puis j'enchaîne, et puis machin, et puis je travaille, et puis je bosse de 5h à 22h, et puis c'est fondamentalement les moments où j'ai gagné le moins d'argent. Et là où j'ai plus de thunes, c'est que je me lève le matin, et puis je me dis putain, j'ai envie de taffer, bah vas-y, tu sais quoi, let's go, je me fais un matcha, je bosse, et on y va, tu vois. Donc il y a ce truc du je bosse parce que je me fais plaisir, parce que c'est aligné, parce que j'ai envie de le faire, et pas parce qu'il y a quelque chose derrière qui m'anime, les métriques à la con qui m'animent. Je sais pas si ça te fait la même chose, je pense que oui, mais ouais. Ça m'a fait la même chose et je vois très bien ce que tu veux dire, mais je trouve le plus dangereux, le plus perfide, c'est qu'il y a des gens qui se traitent comme des objets, qui n'ont aucun amour, aucun respect, aucune douceur pour eux-mêmes, qui sacrifient tout pour réussir et ils ont des résultats. Tout le monde, il y a plein de gens qui n'en ont pas. Ils sacrifient tout, ils obtiennent rien. Bon, en général, on n'entend pas parler d'eux parce que c'est le biais du survivant. On n'entend que parler de ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont réussi en ayant tout sacrifié, ils sont dans une situation très dangereuse parce qu'ils sont à un stade où pourquoi est-ce qu'il faudrait changer de prisme? Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer puisque j'ai obtenu? Tu vois?
Donc c'est encore plus difficile pour eux de prendre du feedback et d'ajuster le tir et d'arrêter de se traiter comme de la merde. Parce que eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient, tu vois. Et puis après, Donc c'est plutôt une bonne chose que tu aies eu plus de résultats toi en te traitant bien et en faisant ce que t'aimes plutôt que l'inverse. clairement. Et puis même, c'est un effet boule de neige. C'est que, tu vois, il y a ce truc, tu parlais du biais du survivant. Moi, je suis entrepreneur, je suis famous, ça y est, je me suis sacrifié, j'ai perdu des points de vie pour monter ma boîte, j'ai créé une licorne. Génial, je storytell ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se Tu vas passer? inspirer des gens. Voilà. Et puis tout le monde va Les mecs de penser 20 ans. et un modèle. Et puis du coup, je vais devenir une icône, un gourou qui va partager des conneries. Et les Ça, gens, c'est en terrible. fait, dès que le matin, si je dis que je me mets à faire la gratitude et j'écris avec un feu sur mon miroir que je suis beau gosse, tout le monde va se mettre à faire la même chose, tu vois. Et là, on rentre dans un autre problème, tu vois. Et justement, en parlant des routines, j'aimerais bien qu'on en défonce une ou deux, ou du moins quelque chose qui, en ce moment, toi, que tu vois assez régulièrement sur les réseaux sociaux, qui t'agace, mais que tu trouves profondément, pas stupide, mais mauvais et un peu contre-productif, tu vois. Bah, on peut aller dans le cliché, on peut attaquer la douche froide, parce que je vois il y a encore des mecs qui me ciblent avec des pubs pour me vendre un bain gonflable pour mettre de l'eau avec des glaçons. Ça fait plaisir. Faut quand même remettre dans le contexte. Qu'est-ce que c'est un bain glacé ou une douche froide? C'est mettre ton corps, ton système, dans un environnement extrêmement stressant, parce que de l'eau froide, c'est un énorme stress. Enfin, c'est un stresseur qui va forcer ton corps à provoquer une réaction de stress. Cette réaction de stress, ça revient à appuyer sur la pédale d'accélérateur, à monter dans les tours. Donc, tu vas être plus performant. Ok. Mais pour pouvoir tirer profit de cette douche froide, pour augmenter ton niveau de stress et tout niquer derrière, il faut que tu en aies les moyens. Si t'en as pas les moyens, parce que t'es en manque d'énergie, que t'es mal nutri et que t'es en manque de sommeil chroniquement en amont, Ouais. et ben tu vas juste creuser ta dette. Parce qu'en fait, le coup de stress de la douche froide va aller forcer ton corps à produire une réaction de stress à crédit, parce que t'as pas l'énergie. Ouais. Et le pire, c'est que la plupart des gens qui se mettent à faire ça, ils le font pas quand ils sont en pleine forme et qu'ils ont les capacités d'exploiter leur mèse et d'exploiter leur capacité d'adaptation vis-à-vis du stress. Ils le font dans un moment de leur vie où ils sont déjà épuisés. Ils se réveillent le matin, ils charbonnent comme des cons, et ils ont du mal à se réveiller le matin, ils ont du mal à se mettre dans le boulot, et donc ils vont intégrer la douche froide pour se forcer. C'est de la putain de maltraitance, et ils le font au pire moment, alors que ce dont ils auraient besoin à ce moment-là, c'est du repos, c'est de se foutre la paix. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais. Donc ce mythe-là, pour moi très dangereux, c'est qu'en fait les gens l'abordent de manière dogmatique. Ils sont incapables de remettre dans le contexte, ils sont incapables de prendre du recul, et souvent ils sont incapables d'accepter qu'ils ne sont pas tout puissants. Ils sont incapables d'accepter qu'ils ne vivent pas dans un monde magique et qu'ils vivent dans un monde régi par les lois de la physique où leur énergie elle est limitée et que s'ils dépensent de l'énergie qu'ils n'ont pas, bah ils finissent en banqueroute. Mais de toute façon, il n'y a rien qui est. Moi, j'aime bien jouer sur ce truc à partir du Ça moment vaut où pas tu as gratuit. quelque chose de bénéfique pour ton corps, tu en Ouais. payes forcément les prix où il y a forcément un impact quelque part, tu vois. Il n'y a rien de. Je me régale, j'ouvre la bouche et j'ai quelque chose de magique, tu vois. Genre, on parle de la douche qui te fait augmenter tes pics de dopamine, etc. Mais il y a un coup derrière, les petits potes, tu vois. C'est Ouais. comme si tu te faisais une soirée, tu prends ton cachet de MD, tu te sens comme un fou. Alors, comparer la douche Et à après tu c'est le un payes pendant 2-3 jours. Ouais, c'est ça. Comparer la douche à de la MD, c'est un putain de sophisme. Mais c'était juste pour montrer le modèle tu prends ton cachet, t'es trop bien, t'es Ouais. surpuissant, et puis 3 jours après, t'es une merde. Tu vois. Alors, la douche froide, ça n'a pas dans cet impact-là, parce que il peut y avoir des bénéfices, entre guillemets, à court terme, même si moi, clairement, je suis pas grand partisan du truc. Mais pour moi, ça reviendrait à aller, si tu veux te stimuler, c'est comme si tu allais dans un zoo, tu sautais par-dessus la barrière du lion, et puis tu te faisais courser par un lion, et puis tu revenais, t'étais full adrénaline, tu dis c'est bon, je suis productif. Bah, pour moi, c'est la même chose. Tu t'infliges un stress que tu pourrais te mettre différemment, tu vois. Je vais faire une autre métaphore, c'est comme si t'as une voiture, je sais pas moi, t'as une 206. Ouais. Bon, d'origine, elle fait 100 chevaux, t'as pris un petit moteur, machin, faire le kékos. Allez, 120. Et bah du coup, dessus, t'as un système de freinage et d'amortisseur d'une petite citadine de merde. Et tu vas chez un préparateur pour faire une reprogrammation, stage 1, stage 2, stage 3, et tu montes à 250 chevaux. Bah t'as plus de performance. Mais est-ce que les pièces d'origine de la voiture sont prévues pour ça? Ah non, tu vas l'user prématurément. Et le jour où t'arrives à 250, aller à 200 avant un rond-point, bah t'as pas le temps de freiner parce que t'as pas le système de freinage nécessaire et tu te tues en fait. T'es mort. Donc tu vois, c'est vraiment ça. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Enfin, c'est vouloir jouer dans une ligue qui n'est pas la tienne et c'est vouloir être au-dessus. Ah oui, fonctionner au-dessus de ses moyens. Et je sais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que t'as dit avant sur le fait que tout a un coût, moi j'ai réalisé ça quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie en 2016.
et que j'ai bouffé des centaines d'heures de cours d'économie, surtout de l'école autrichienne, hein, des libéraux, des vrais libéraux, pendant que je faisais mes petites retouches photos, mes trucs sur mon ordi. Et ça m'est apparu un peu à ce moment-là, c'est que il y a un économiste, un monétariste qui s'appelle Milton Friedman, c'est lui qui est derrière la fameuse phrase "Il n'y a pas de repas gratuit". Et en fait, cette phrase, elle t'explique l'économie, parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et l'énergie, on ne la crée pas. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On le voit aujourd'hui, là, on est en pleine guerre en Iran, choc sur l'énergie. On n'est pas prêt pour tout le bordel que ça va foutre, parce que tout dépend de l'énergie. Bref, là où je veux en venir, c'est que euh, oui, il n'y a pas de repas gratuit. Donc en économie, quand tu comprends un peu l'économie, c'est évident. Si tu veux avoir de l'argent et déployer du capital pour l'investir quelque part, pour construire quelque chose, une entreprise, un bâtiment ou que sais-je, eh ben cet argent, tu la crées pas à partir de rien. À part quand tu t'appelles la Banque Centrale, mais ça c'est une autre histoire. Et sinon, ce que tu fais, c'est que tu dilues la valeur de la monnaie et tu crées de la monnaie à partir de rien. En fait, t'appauvris quelqu'un. Quand tu émets de la monnaie et que tu dilues la valeur de chaque euro sur les comptes, ben en fait, tu appauvris les gens qui épargnent. Ça s'appelle l'inflation. En fait, ce que j'ai compris à cette époque, c'est que c'est les mêmes putains de principes dans la santé. Mm. La santé, un organisme humain, c'est un système extrêmement complexe qui a de l'énergie qui rentre, qui transforme l'énergie d'une forme à une autre selon un rendement plus ou moins bon, en fonction de ton état de santé et de quel point tu es jeune, et qui ensuite va mobiliser cette énergie pour produire une performance. Et donc, quand tu comprends ça et que tu appliques ces putains de règles, eh ben ça t'apparaît évident que tu peux pas performer si t'as pas l'énergie en face, et que si tu essaies de le faire, si tu triches avec du café, voire de la coke ou ce que tu veux, là tu creuses ta dette. Et ça te coûte très cher, et tu vas payer un jour. Un jour, il y a un mec qui va arriver, la vie va arriver avec une addition, et dire voilà, tu vas payer. Ouais. Donc, économie et santé, même combat, même règle. Et en fait, quand tu commences à plonger dans ce terrier-là, ça te saute à la gueule, c'est d'une évidence, et ça te permet de tout comprendre, et surtout de comprendre que, et je terminerai là-dessus, en économie, ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus en phase avec la biologie et la physiologie humaine et même la sociologie, selon moi, mais pour moi c'est au-delà de selon moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est le non-interventionnisme, le libéralisme. Mm. Le système s'autorégule parfaitement. Il n'y a pas besoin d'aller mettre ses gros doigts pour bloquer des prix, ça fout toujours la merde. Ouais. Même si c'est une très bonne stratégie pour se faire élire de dire ça. Donc ce qui fonctionne le mieux, c'est le non-interventionnisme. Et ben, dans un corps humain, c'est pareil. Intervenir sur le système pour faire taire un signal, par exemple, je sais pas, t'as des maux de tête. Tu interviens pour faire taire les maux de tête pour pouvoir continuer à carburer. Bah tu ne fais que déplacer le problème. Et ce petit signal que tu as éteint reviendra sous forme d'un signal plus grave quelques mois plus tard. Ouais, bah oui. Et donc là aussi, ce qui fonctionnerait mieux, c'est de ne pas intervenir et d'accepter que tu peux pas être toujours au top et d'aller te reposer et d'aller faire une sieste plutôt que de prendre un Doliprane. Parce que si tu refuses ça, bah à long terme, tu vas t'user prématurément. Et donc le non-interventionnisme, c'est ce qu'il y a de plus efficient. Et c'est ça qui m'a amené à comprendre et à intégrer après des années que toutes les routines, toutes les interventions, tout le contrôle que je peux exercer sur moi-même, sur ma santé depuis mon petit mental complètement à la ramasse, Ouais. ça n'arrive pas à la cheville de ce dont est capable mon corps en termes d'autorégulation. Et on l'oublie. Tu sais, on voit, et moi je rejoins à 200% ce que tu dis. On en a écouté les biohackers et j'ai fait partie de cette team-là, donc je peux Mais moi aussi. cracher sur le marché. Je peux me permettre de cracher dans la soupe parce que j'ai fait cette soupe, tu vois. Et si tu veux, j'ai lancé un peu le biohacking sur LinkedIn. Je suis un peu le premier à l'avoir un peu démocratisé. Puis j'ai vu. Je me rappelle. Bon, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais le premier à en parler, de la wiring, des techniques et tout ça, etc., etc. Le truc, c'est que, en fait, on se rend pas compte à quel point, en fait, on voit le corps comme quelque chose de fragile qu'il faut absolument protéger sur truc. Et que, tu vois, genre, si tu manges pas ton petit foie de veau à 17h, et ben, tu vas avoir en carence de minéraux. Mais frérot, enfin, genre, t'as pas besoin de tout ça. Vraiment, ton corps, il est ultra solide, tu vois, genre, Alors, tu vois. oui, et il y a quand même des réalités. Je veux dire, aujourd'hui, on vit dans un environnement où la nourriture riche en micronutriments est devenue très rare. Donc, pour moi, il y a quand même des petits éléments à garder, mais il faut faire du tri, il faut faire du Pareto, et il faut virer le superflu.
C'est juste pour me faire l'avocat du diable, mais sinon on est totalement en accord, on Ouais. en fait trop. Et en fait, ça rassure notre petit mental et notre petit ego qui veut tout contrôler pour se rassurer parce qu'il a peur. Tu Ouais. comprends, si tu penses que tu vas régler tous tes problèmes en contrôlant tout pour être en super santé, bah ça te rassure. Ouais. Ça te brosse dans le sens du poil, tu te sens bien, et t'as moins peur de la mort, et t'es moins Et c'est angoissé. pas ton petit pain au levain le matin qui va changer quelque chose sur ta santé. Si tu dois mourir dans 6 mois, tu mourras dans 6 mois. Ouais. Moi, un modèle que j'aime bien aussi comprendre, c'est le côté un peu ridicule de la vie, tu vois. Et c'est là où moi, tu vois, genre, je te parlais de déclic parce que je te posais la question. À un moment donné, moi, je sais pas si toi, tu as conscientisé ce truc-là, à quel point, en Ouais. fait, on n'avait aucun contrôle sur la putain de vie qu'on menait, tu vois. Il suffit juste Écoute, que tu décides de te lever le matin un peu plus tard pour aller à la salle de sport, pour que tu rencontres une personne qui fasse rencontrer une autre personne qui fasse ce truc et que tu changes complètement, on va dire, et que tu rentres complètement dans une autre heure. Ça a été un vaste peu la sujet, hein. découverte. Ça, c'était la découverte un petit peu de ce truc ok, vu que de toute façon, j'ai aucun contrôle sur ce que je fais, enfin, du moins à petite échelle, c'était même à cette grande échelle, autant que je me lâche un peu la grappe, tu vois, sur cette partie de biohacking, de surcontrôle, etc. Bah, écoute, moi j'ai aucune éducation religieuse à la base. Ouais, Mes parents m'ont jamais parlé de religion, pas une fois. J'ai eu un parcours adolescent clairement d'anti-religieux. Pour moi, je ne voyais que ce qu'il y avait de mal là-dedans. ouais. Je trouvais ça ridicule et détestable. Ensuite, je le sais, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je me suis réfugié dans la spiritualité un peu New Age. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'une croyance et d'une liane à laquelle me raccrocher pour me rassurer parce que j'étais terrorisé par la mort et terriblement anxieux et stressé. Et ensuite, par la force des choses, des rencontres, des discussions, des écoutes, et même de ce que j'ai compris en vivant, en expérimentant la vie, bah, je me suis rendu compte que le rôle de la religion et de la tradition, je pense de la tradition chrétienne, parce que moi je pense, même si j'ai pas eu l'éducation religieuse, ne serait-ce que par héritage épigénétique, je suis imprégné de ça, Ouais. c'est ma culture. Et ben j'ai réalisé qu'en fait le message il est très simple et il est très adapté aux besoins de la physiologie humaine. La foi, c'est juste avoir conscience que le monde est incertain, chaotique et que tu peux crever demain, Ouais. mais avoir quelque chose au-dessus de toi pour t'aider à avoir foi dans le fait que tout va bien se passer, pour dissiper cette anxiété et te permettre de vivre. Parce que s'il y a rien pour dissiper cette anxiété et que tu es en permanence en train de penser à tout ce qui pourrait te tuer, Mm. tu es paralysé par le stress. Et être paralysé par le stress, ça porte un nom, ça s'appelle l'inhibition de l'action. Henri Laborie, que je cite tout le temps, a parfaitement théorisé ça. Et c'est ce qui est le plus destructeur pour notre corps. Mm. Face à un stress, il faut pouvoir fuir ou combattre, il faut pouvoir extérioriser. Et quand t'es inhibé, tu t'autodétruis. Donc si t'es trop lucide sur le monde, si t'es un putain de zététicien, quoique non, le zététicien pour moi est un religieux de la science. Donc si t'es trop rationnel, Ouais. t'es terrorisé en permanence. Ouais. Donc tu peux pas vivre. Ouais. Tu fais rien. Tu peux pas, tu vois, genre, on parlait de la zététique, justement. J'ai eu ce passage aussi, un peu science, machin, etc. Enfin, Mm. tu vois, j'ai tout fait, moi. Genre, ce qui est bien. Mais c'est des passages obligés. Si tu traverses pas ces différents niveaux de réalité, ces différents niveaux de conscience sur le monde, Ouais. bah comment veux-tu enrichir ta grille de lecture Ouais. s'il te manque s'il te manque des cas, s'il te manque des points de passage, Mais t'es obligé de passer c'est d'un compliqué. extrême à l'autre. Au début, moi, tiens, typiquement, mon point d'entrée, c'était dev perso, à fond, loi d'attraction et toutes ces conneries et machin. J'étais vraiment Pareil, à fond dedans, en stab, voilà, machin. Ouais, il se passe un truc, mais c'est pareil. parce que c'est aligné, machin. Ok. Au bout d'un moment, après, quand j'ai fait mon C'est master un en signe. neurosciences, ouais, c'est ça. Et quand j'ai fait mon master en neurosciences, en vrai, Après, t'intègres le rationnel, tu te dis, mais attends, mais... ouais. Après, tu découvres du coup en master en neurosciences les biais, le mode de fonctionnement du cerveau, les heuristiques, etc. Et là, bon, tu rentres dans un Et extrême là, zététique. Oh, bam, 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 la science, le truc, le machin, tu vois. Moi, j'ai eu juste ce et sauf passage-là. que... J'ai eu ce truc hyper scientifique, hyper truc. Et puis après, bah, tu vois, genre, tu passes des couches et tu vas au-delà, tu vois. Toi, t'avais un point intermédiaire, ouais. Non mais pareil, en fait, quand tu t'intègres la rationalité, la méthode scientifique, etc., Ouais. et ensuite, quand tu commences à creuser un peu sur le fonctionnement de l'humain, la neuroscience, machin, bah, tu réalises qu'en fait, Ouais. on n'est pas des putains d'êtres rationnels. Tous les raisonnements qu'on a et qu'on pense être rationnels, s'assoient sur nos affects Ouais. et notre limbisme. On est Donc en fait, biaisé. on est en permanence biaisé. On ne peut voir que ce en quoi on croit déjà, et non l'inverse. On est hyper influençable. On a des comportements grégaires. Il faut lire Psychologie des fous, des trucs comme ça. Et ensuite, quand tu creuses encore, tu te rends compte que la méthode scientifique et tout ce qu'on pense être acquis est basé sur des équations tronquées avec des constantes, parce qu'en fait, on sait pas tout.
Ouais. Donc en fait, on ne sait rien, on ne comprend rien, on ne maîtrise rien, et on a juste construit des cartes à peu près, et on confond notre carte avec le territoire. On pense qu'on a une carte exhaustive qui couvre tout le réel dans sa complexité, alors que pas du tout. Ouais. Et donc en fait, on est juste des petits êtres, on ne sait pas ce qu'on fait là, on est terrorisés. Et là, et quand tu captes ça, bah, tu comprends pourquoi la religion et c'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle joue un rôle très important. Et puis t'as ces connards qui essayent d'opposer la tradition et la science, alors que les deux se sont toujours nourris l'un de l'autre. Enfin, bref, des logiques de camp à la con, comme on en retrouve partout, de gens terrorisés qui veulent désigner un bouc émissaire pour se sentir exister et se sentir appartenir à un groupe, encore une fois, parce qu'ils sont stressés. Et pour comprendre ça, il faut lire René Girard. Ok, on note. René Girard, père de la théorie du bouc émissaire et du désir mimétique, incroyable. Ça et Henri Laborie, mec, c'est waouh. Pépite, ouais, il y a des bouquins qui... Ouais. Moi, c'est Milan Kundera, je sais pas si tu as lu ces bouquins. Bah, j'ai lu parce que mon prénom, Art Milan, est inspiré du prénom de ce mec, et donc j'ai juste lu L'insoutenable légèreté de l'être. D'ailleurs, dans ce livre, ils expliquent comment les opposants au régime se font emprisonner en URSS, et là on est en France en 2026, je pense qu'on y va tout droit. On est dedans, mais on pourra peut-être en parler, on se rajoutera un petit bonus croustillant, histoire d'avoir de la clickbait au début, pour le début du podcast, pour qu'ils disent « Oh putain, il aïe, aïe, aïe. » Mais faut juste, pour revenir sur ce qu'on disait, il y a un truc qui est aussi très intéressant, c'est que plus tu prends des niveaux, on va dire, de conscience, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est nuancé et c'est détaché, tu vois. Genre, j'ai pu discuter avec des neuroscientifiques brillants, tu vois, qui avaient fait Harvard, etc. Et les mecs, à chaque fois, en fait. Ce qui est marrant, c'est que l'imbécile prétend savoir absolument tout et le mec qui connaît est ultra en mode on sait pas. C'est vraiment deux opposés, et à chaque fois que moi j'étais face à une personne qui avait un discours très bloqué, fermé, je savais qu'elle était dans cet état de conscience du ok, bon, t'es vraiment au tout début du truc, tu vois. Parce qu'en discutant avec des gars qui étaient mais genre très très chauds, tu leur poses des questions, le mec il dit bah non, j'en sais rien en fait. Parce que là ça fait 50 ans qu'on commence à comprendre comment ça il marche, donc on peut pas te dire. On a des suppositions, on a des hypothèses, mais c'est tout, tu vois. Alors, je mettrais un peu je sais pas si c'est un bémol, mais j'ai un truc à dire là-dessus, c'est que pour moi, le dogme, il y a deux manières de l'aborder, on va dire. Il y a des gens dont le dogme est leur plafond de verre indépassable. Ouais. Ils s'expriment depuis une vision dogmatique. Ouais. Ils n'ont pas accès cognitivement à la nuance, à toute la complexité, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ouais. Et ce genre de discours, pour moi, un des meilleurs représentants de ce genre de discours en ligne, c'est un mec comme l'Observateur. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, ça me dit rien. Je l'ai écouté pendant longtemps à une époque où... Ouais. Ah, ça a bugué un petit peu, non? C'est bon, non, c'est bon, je t'entends. Ouais. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est quand le dogme est ton plafond de verre et que c'est ton horizon indépassable. Pour moi, quand tu intègres la rationalité et qu'ensuite tu intègres le relativisme, le piège, c'est de rester bloqué à un stade où tu penses que tout est relatif et qu'il n'y a pas d'absolu. Et en fait, quand tu restes là-dedans, bah, à quoi bon faire quoi que ce soit ou agir dans quoi que ce soit, puisque tout est relatif et que rien n'a de sens. Ouais. Et pour moi, ça, c'est très dangereux. Et donc, là où je m'inscris en faux par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sachant qu'à la base, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le dogme. Ouais. Je parle beaucoup depuis un absolu. Je suis vraiment vachement persuadé de détenir la vérité absolue et de savoir mieux que tout le monde. J'ai conscience de ça. C'est mon dogme. Mais en fait, aujourd'hui, j'essaye de me positionner. Pour moi, avant, c'était un plafond de verre et maintenant, c'est un peu un socle. Je m'appuie sur ce dogme, sur cette vision dogmatique dans laquelle il y a des absolus. Par exemple, les lois de la thermodynamique. Et ensuite, je rajoute de la complexité. Et j'ai eu l'impression, quand j'ai intégré ça et que j'ai pris conscience de mon dogme et que je me suis un peu réconcilié avec mon dogme et que je me suis dit, ok, j'ai cette vision dogmatique et qu'est-ce que je fais ensuite? Comment je l'appréhende une fois que j'ai intégré l'antithèse de ce que je dis, une fois que j'ai intégré la rationalité, le relativisme, etc. Qu'est-ce qu'il y a après? Et si tu veux, il y a un truc qui s'appelle la spirale dynamique, à laquelle moi j'ai été formé par quelqu'un qui l'a un peu rebrandé, qui l'appelle les niveaux de réalité. C'est Bhaskar Hypnomachie sur YouTube. Okay. Hypnomachie, ça veut dire combattre l'hypnose, c'est important. La spirale dynamique, c'est une échelle des niveaux de réalité. Et en fait, ce qu'on est en train de dire là, en fait, là j'ai décrit le niveau bleu, le dogme. On a parlé un petit peu du niveau orange,
qui est un peu le biohacking, l'utilitarisme et l'optimisation de tout. Ouais. On a parlé un petit peu du niveau vert qui vient juste après, qui est le relativisme. Ouais. Et après, il y a le niveau jaune, qui est difficile à expliquer et difficile à comprendre. Mais à jaune, t'iras voir, je sais pas si tu connais la spirale dynamique. Non, Je pense que mais par contre, ça va vraiment te le passionner. niveau de conscience, c'est les choses que moi j'ai Ok. développé. Je me suis développé mes propres niveaux de conscience pour évoluer, tu vois. Mais ça, on pourra en parler après. Ouais. Ben, je pense que je t'enverrai un truc là-dessus, je pense que ça va te parler énormément. Bon, en Ouais. gros, le niveau jaune, c'est quand tu comprends, tu intègres le principe de boucle de rétroaction, de systémique, de cybernétique, et tu comprends qu'en fait, à chaque fois que tu veux agir sur un système, que ce soit ton corps, une famille, une ville ou un pays ou une planète, Ouais. eh ben, avant de poser la moindre action, il faut réfléchir à quelles sont les conséquences potentielles, les effets papillons, les effets Cobra. Je sais pas si tu connais ça, les effets Cobra. Et donc, tu arrives à la conclusion que il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a très peu d'endroits où il faut agir parce qu'en fait, le système s'autorégule déjà très bien. Ouais. Puisque la vie a quand même 4,3 milliards d'années de recherche et développement derrière elle, Ouais. ce qui dépasse largement tout ce qui est capable de produire notre cerveau ou Claude. donc, et donc, tu redeviens vachement plus passif face aux choses et tu arrêtes, enfin, tu sors de l'illusion selon laquelle tu peux améliorer les choses en contrôlant et en agissant, tu vois, en intervenant. Ouais, c'est intéressant. Ouais, et je rebondis sur ce que tu disais justement par rapport au dogme et tout ça, tu vois. Quand je parlais d'esprit polarisé, tu vois, genre il y a un point qui est intéressant, c'est que toi, de toute façon, tu as eu un apprentissage derrière. Donc, au bout d'un moment, Ouais. quand tu as un apprentissage avec des années, des tests et des expériences, tu peux te permettre au bout d'un moment d'être au final un peu dogmatisé, enfin d'avoir des pensées un peu ancrées, tu vois. Là où j'entendais les choses, c'était bah, le biais du Dunning-Kruger, tu vois, genre tu te mets à Ah oui. t'intéresser au biohacking, tout de suite tu vas avoir une vérité vraie en mode oui l'alimentation ancestrale et puis les douches froides et puis les machins et en fait c'est là où tu détectes en fait finalement l'amateurisme ou le faible niveau de conscience de la personne en vue de sa pratique, tu vois, et c'était plutôt dans ce sens-là que j'aimais les choses, tu vois. Ok. Ouais, Ouais, ben pour moi, ça, c'est ce que je décris quand je dis que le dogme est un horizon indépassable ouais, et un moyen de se rassurer. ouais, T'as pas conscience de ton dogme parce qu'en fait, bah, tu vois pas ce qu'il y a au-delà et il te rassure et il te permet d'avoir une vision très simpliste de la vie avec une grille de lecture très simpliste et des réponses très simples à des problématiques compliquées, quoi. ouais, Des problématiques qui te dépassent. ouais. Le dogme est rassurant. La religion relève du dogme. Et c'est pour ça qu'elle est très rassurante. Et le problème, c'est quand t'as des gens, quand t'as des gens qui ont des religions différentes, bah, t'as des gens qui ont des dogmes différents. Et donc ça clash. Ouais. Et même ce qui se passe en ce moment. Genre, on parlait un peu de politique entre gauche et droite. Là, c'est devenu Ah, mais c'est un cirque pas possible. Moi, chaque fois c'est que un cirque. C'est le j'ouvre bon les terme. réseaux sociaux, tu sais, je me régale. Je dis, allez, populace, divertis-moi. Et à chaque fois, je vois je me demande même, tu vois, genre, si des fois, on n'est pas dans un putain de jeu de Sims, tu vois. Je me dis, mais à quel moment, tu vois, genre, tu peux être aussi polarisé alors que, euh, enfin, je comprends pas, tu vois, genre, je comprends ce qui se passe en ce moment, tu vois, genre, ouais, c'est une putain de partie de. Bah, je peux apporter quelques éléments de réponse pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Ouais, Euh, le cerveau est une feignasse qui veut consommer le moins d'énergie possible. Et la réflexion, le raisonnement, le discernement, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est un luxe d'un point de vue évolutionniste. Et donc, dans une période de stress à l'échelle d'une civilisation tout entière, période dans laquelle les gens sont sous pression, par exemple en France au hasard, où ils sont ouais, dans un climat d'insécurité permanent, ils sont la population la plus ponctionnée au monde par un parent symbolique toxique qui est l'État français, où on les bombarde de news anxiogènes et où ils n'en peuvent plus, ils sont sous stress chronique. Ils sont dans un état qu'on appelle d'économie cognitive. État d'économie cognitive qui induit une incapacité à raisonner, à réfléchir, à faire preuve d'esprit critique et de recul sur les choses. Et quand on est dans cet état, qu'on appelle un état agentique en psychologie sociale, un état agentique, ça veut dire que tu deviens un PNJ en fait, et ben tu économises l'énergie. Ton cerveau économise l'énergie, il déconnecte tout ce qui consomme trop, et il ne reste que la survie, l'obéissance et la peur. Et dans tous les manuels de manipulation de masse, on te dit que pour faire ce que tu veux aux gens, pour les garder bêtes, euh, et pour qu'ils se comportent comme des enfants apeurés qui attendent des ordres, et surtout pour qu'ils se montent les uns contre les autres et qu'ils soient en permanence en recherche d'un bouc émissaire sur lequel décharger leur agressivité pour ne pas eux-mêmes se faire dévorer par leur stress. J'ai fait une phrase beaucoup trop longue, mais j'ai perdu le fil. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, en gardant les gens dans cet état, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais est-ce que c'est moi ou tout le monde est devenu complètement con?
c'est pas toi. Tout le monde est devenu complètement con parce que plus personne n'a l'énergie nécessaire à allouer à de la réflexion et à de la prise de recul. Donc chacun choisit son camp, se brosse dans son du poil et se rassure dans un sentiment d'appartenance à un groupe et s'oppose au groupe d'en face. Théorie du bouc émissaire, économie cognitive, psycho-socio-biologie de base. Et en fait, quand tu as cette grille de lecture, ça, tu vois ça et tu te dis putain les mecs sont forts. Et puis c'est facile, c'est super facile. T'es de gauche, on te dit que le problème de ton quotidien, c'est les putains de mecs de droite. Et les mecs de droite, on te dit que ton problème du quotidien, c'est les immigrés. Et les immigrés, on te dit le problème, c'est les gens de gauche. Et ainsi de suite, tu vois, il y a cette boucle. Et en fait, se passe le bébé, c'est incroyable. C'est très rassurant pour le limbisme, pour le petit enfant en nous. Ça ne passe pas la barrière du rationnel, hein, c'est clairement complètement pré-rationnel. Et ça permet aux gens de se désigner mutuellement comme le bouc émissaire de l'un et de l'autre, alors que tout le monde a en fait le même bouc émissaire, à savoir l'État nounou ponctionnaire qui n'a jamais demandé leur consentement, puisque c'est un terme très à la mode. Ouais, je suis d'accord. C'est fascinant, hein. C'est incroyable. Mais moi, je regarde ça d'extérieur parce que toi, t'étais en France, c'est ça. Hein. Ouais. Je suis encore en France parce que je considère que ça n'est pas à nous de fuir, c'est à eux. Ouais. Mais c'est une longue histoire et j'y pense. Ouais. Tu vois, moi, je regarde ça d'extérieur, je suis en Espagne, au soleil, je suis bien dans le sud, et en fait, je vois ça un petit peu tous les matins avec mon popcorn, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je me régale parce que je suis sorti complètement de cette matrice. Et pour moi, je suis en train de regarder une partie de Clash Royale ou une partie de Age of. Mais les mecs, c'est. Il y a des trucs qui se construisent et tout. C'est fantastique, c'est en train de se passer. C'est comme quand t'as 8 ans et que t'arrives devant une fourmilière et que tu prends un bourdon et que tu le poses dans la fourmilière et tu crées le chaos, tu vois. Mais les mecs jouent à ça. Ouais. Les mecs jouent à ça. Ouais. Ça terrifiant et fascinant. Ouais. T'as prévu de te barrer, toi? C'est un peu dans les plans ou pas? Si j'étais seul, si je n'étais pas en couple, je pense que je serais déjà parti. Il faut que ma femme a plus d'attache que moi ici. Ouais. La solution intermédiaire que j'ai trouvée, c'est d'être préparé. Ouais. Et donc, si ça devient absolument indispensable de partir, je suis prêt à le faire très rapidement. J'ai tout ce qu'il faut pour bien dormir la nuit. Quand j'y pense. Mais sinon, ouais, non, évidemment, j'aimerais bien partir parce que même quand t'es attaché à ta culture, à ta terre et à tes frères et sœurs et que tu veux mettre à disposition ton temps et ton énergie pour aider, en fait, si tu t'es pas déjà sauvé toi-même, si t'as pas déjà sauvé ta peau, tu peux rien faire. Tu peux sauver personne. Donc, la première étape, c'est de sauver son cul, de se barrer, de capitaliser, d'avoir du capital financier, du capital social, de l'influence, de la visibilité, et ensuite de faire ta part si tu veux le faire. Mais faire les choses à l'envers et penser comme un socialiste et vouloir sauver le monde avant de se sauver soi-même, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, et c'est une attitude d'enfant. Oui. Donc, puis c'est une attitude pour essayer de se rassurer un petit peu. Il faut arrêter de croire que l'être humain est centré sur les autres, tu vois. Genre, il en a rien à foutre d'autrui, tu vois. Alors, ça dépend à quel niveau de conscience tu es, justement. Il y a dans la théorie de la spirale dynamique, il y a une forme d'alternance entre des niveaux centrés sur le groupe, des niveaux centrés sur l'individu. Ouais. Et tu remarques, bref, quand tu étudies un peu ça, tu vois que selon les civilisations et les cultures, on est centré plutôt sur le groupe, plutôt sur l'individu, en fonction des époques aussi. Ouais. Pour moi, les deux vont ensemble et les deux ne doivent pas être opposés. C'est juste qu'il y a des priorités en fonction des exigences du contexte actuel. Ouais. Pour moi, là, actuellement, si tu as les capacités et la volonté d'aider et que les choses changent, bah faut d'abord penser à sa gueule parce que si t'as pas déjà si tu t'es pas déjà sauvé, tu pourras rien faire. Enfin, c'est logique, tu vois. Genre, c'est comme un business coach qui essaie d'apprendre à d'autres personnes de faire de l'argent s'il en fait pas, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. Oui. Tu vois. Alors, tu peux vendre et porter un beau narratif bien sexy, mais le réel revient toujours. Tu peux utiliser des fake dashboards comme nos copains de Dubaï, mais au bout d'un moment, la vie te rattrape. La vie c'est ça. montre que t'es pas compétent, tu vois. Mais parce qu'il n'y a pas de repas gratuit. Exactement. Et on en revient là. Et justement, pour un entrepreneur qui nous écoute, qui est dans ce truc, qu'est-ce qu'il pourrait retenir un petit peu sur tout ça, tu vois. Genre, il est en France, il est constamment
assujetti à ses dogmes, etc. Un petit peu, c'est quoi le conseil? Comment il peut sortir de cette... J'ai cru que t'allais dire constamment assujetti à la TVA. Non, c'est aussi, au passage, tu vois. On va pas faire de Non, débat mais sur les finances, mais ouais, ouais, carrément. déjà, ouais, je vais le dire comme ça. Je fais toujours la même métaphore pour expliquer aux gens, selon moi, dans quel ordre est-ce qu'il faut faire les choses. En disant que bah, si tu construis un immeuble de 20 étages, la première chose que tu fais si tu veux qu'il résiste aux tempêtes, c'est de construire des fondations solides. Parce que sinon, le jour où il y a un peu de vent, ton immeuble il s'effondre. Et tu perds tout. L'humain, c'est pareil. Avant de chercher à bâtir ta carrière, ton entreprise, ton patrimoine ou ta famille, il faut avoir des fondations solides, il faut avoir consolidé tes fondations si t'as pas eu la chance qu'elles soient solides grâce à une enfance idéale, et il faut poser des bonnes bases. Donc ce que je conseillerais à quelqu'un, à un entrepreneur français, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'il fait les choses, depuis quelle énergie, depuis quel espace est-ce qu'il fait les choses, est-ce qu'il fait ce qu'il fait drivé par une peur, par un sentiment de vide, par la volonté d'être estimé, d'être admiré, de rendre fier ses parents, ou peu importe qui. Est-ce qu'il fait les choses depuis un vide, ou est-ce qu'il fait les choses depuis un plein de soi, comme dirait le gars dont je parlais tout à l'heure là de Hypnomachie? Est-ce qu'il fait les choses depuis un plein de soi parce que il est bon dans ce qu'il fait, parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il est passionné, parce que ça lui fait plaisir et que ça le comble? Est-ce qu'il fait les choses pour fuir quelque chose ou pour aller vers quelque chose? Ouais. C'est ça en fait. Et souvent la réponse c'est la première. Mm. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, eh ben au lieu de fuir le problème, au lieu de se fuir dans le travail ou dans les jeux vidéo ou dans l'alcool ou dans la drogue ou que sais-je, ou dans le complotisme. Je suis un complotiste de la première heure, hein, je tiens à te dire, pour moi, ce mot ne veut rien dire, mais tu comprends ce que je veux dire. Je voulais plutôt dire fuir dans les news anxiogènes Ouais, 4 heures par jour sur YouTube. ouais, ouais. Et ben, aller regarder en soi et accepter peut-être qu'on a besoin d'aide ou qu'il faut aller faire un travail de fond pour consolider ses fondations, pour déjà régler, réinstaller un sentiment de sécurité intérieure pour ne plus être drivé par des peurs. Parce que quand on est drivé par des peurs, on peut rien construire de solide, et en plus on est facilement manipulable. Ouais. Bien. Et je pense que quand tu as des fondations solides et que tu construis Mm. quelque chose de solide, même si tu évolues dans un environnement complètement dysfonctionnel et toxique comme la France, tu peux quand même t'en sortir parce que tu es un pilier et que tu es solide, quoi. Et les externalités ont moins d'impact sur toi, tu vois. Oui, tu es beaucoup moins perméable à l'environnement, aux émotions extérieures, aux événements, à tout ça. Ouais. T'es plus solide sur les appuis. Plus solide sur les appuis. Ouais. Et comment tu deviens un peu solide sur les appuis? Parce que tu vois, genre, nous, on a fait un travail, moi, ça m'a pris 32, on a le même âge. Moi, ça m'a pris 32 Ah ouais. pour me solidifier sur mes appuis, justement. Et je suis passé par des psychologues, je suis passé par pas mal de choses, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui prétendent, on va dire, pouvoir t'aider à devenir un peu solide sur les appuis. Comment tu sélectionnes la bonne personne, justement, là-dessus? Euh, pour moi, il y a différents éléments auxquels on peut accorder de l'importance, mais il faut pondérer, il faut attribuer des coefficients à ces éléments, un peu comme les matières au bac. Ouais. Parmi ces éléments, on peut citer l'expérience, tu sais, le fameux lead by example. Qu'est-ce qu'incarne cette personne? Est-ce qu'elle incarne ses idées? Est-ce qu'elle a l'air d'appliquer ses propres préceptes? On peut citer les titres et les diplômes, même si on va pondérer à la baisse ce facteur par rapport à ce que la plupart des gens pourraient penser. Ouais. Hein? Faut pas déconner. Bon, je suis biaisé, moi j'ai pas de diplôme là-dedans, je suis un autodidacte, donc forcément je vais dire ça, mais bon, chacun jugera comme il l'entend. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Les titres et les diplômes, en fait le prestige, l'expérience et l'énergie que dégage la personne et ce qu'elle incarne, les feedbacks, les avis, ce qu'en disent les autres, à quel point est-ce qu'elle utilise, à quel point est-ce qu'elle est honnête intellectuellement dans son discours et à quel point son discours est truffé de sophismes, de techniques de manipulation, de persuasion et de marketing. Ouais. Mon discours, Ouais. pour me faire mon propre avocat, mon discours est chargé d'injonctions hypnotiques, de techniques de manipulation et de persuasion. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière?
Moi, j'invite les gens à aller regarder. Il y a les contenus courts qui sont faits pour s'adresser au limbisme des gens et rentrer dans leur cerveau et attraper leur attention de force. C'est Ouais. le monde dans lequel on vit. Et il y a les contenus longs. Ne vous arrêtez pas au contenu court d'un créateur pour savoir si vous pouvez lui attribuer de la confiance, de la compétence et lui donner vos sous. Mm. Allez voir du contenu long. Le contenu long, pour moi, c'est là que tu sais vraiment lire entre les lignes. Et si vous vous faites pas confiance, si vous ne vous faites pas confiance et que vous avez besoin de validation extérieure telles que les diplômes ou les titres, bon, déjà, ça veut dire que vous déléguez la réflexion à un titre et que vous êtes en économie cognitive et que vous ne voulez pas faire l'effort de réfléchir vous-même et vous référez à une autorité extérieure, en l'occurrence l'autorité qui décerne les diplômes. Est-ce que cette autorité est digne de confiance? Si c'est l'État français, moi j'ai envie de dire que non. Donc je ferais même plus confiance à des formations privées qu'à des formations reconnues par l'État. Et là, c'est très contrariant ce que je dis, mais je l'assume, j'en ai rien à foutre. Euh, et je pense que ouais, un point hyper important, c'est qu'en disent les autres. Demandez à ceux qui ont déjà travaillé avec ces gens ce qu'ils en ont pensé, et ne vous arrêtez même pas à des extraits de témoignages de 30 secondes qui sont sur des pages de vente. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme indice de compétence? Il y a quand même la rigueur intellectuelle, un minimum. Enfin, une fois qu'on a compris ce qu'on disait tout à l'heure, là, ces concepts de pré-rationnel, Mm. intégrer le rationnel, c'est le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, ça parle de ça. Est-ce que ça passe la barrière du rationnel ou pas? Eh bien, appliquez le rasoir d'Occam au discours que vous entendez. Moi, j'ai eu une époque peut-être comme toi où j'ai été très séduit par des discours pré-rationnels et rassurants sur l'astrologie et la numérologie. Ouais. Bon, bah, si le discours que vous entendez, il est trop rassurant et qui vous donne l'impression que ça va être trop facile, c'est un red flag énorme. Ça veut dire qu'on est en train de parler à votre petit enfant intérieur pour le rassurer. Alors peut-être que vous avez besoin de ça, mais vous n'avez pas besoin que de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments Moi, je pense que l'audience d'un créateur, c'est un élément à prendre en compte, mais c'est piégeux parce que puisque l'immense majorité des gens ne font pas ce travail, et puisque l'immense majorité des gens ne font pas le travail qu'on est en train de décrire, ça veut dire que des gens incompétents peuvent avoir énormément d'audience, et ça veut aussi dire que des gens très compétents peuvent ne pas avoir beaucoup d'audience, puisque parfois ils ne savent pas se vendre. Donc ça, c'est vraiment un énorme raccourci que de faire confiance à cet élément-là. Moi, j'en ai largement profité, Ouais. mais c'est ultra biaisé. Non, je pense qu'il faut prendre le temps. Malheureusement, il faut mouiller le maillot. Il n'y a pas de repas gratuit, encore une fois. Il faut prendre le temps d'écouter Ouais. et d'analyser le discours des gens. Ouais. Si c'est que du discours universitaire, c'est un peu creux. Si c'est que du discours avec des sophismes et des éléments de séduction, bof, en fait, il faut faire preuve de discernement. Et donc, je vais finir là-dessus, puisqu'il faut faire preuve de réflexion et de discernement pour savoir si on peut accorder sa confiance à quelqu'un, eh ben, il faut avoir les moyens de faire preuve de discernement, donc il faut avoir de l'énergie. Ouais. Si vous êtes stressé et fatigué, vous allez faire des erreurs de jugement. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un pour euh, pour juger avec justesse de la compétence de quelqu'un, bah, c'est de faire en sorte d'avoir suffisamment d'énergie, d'avoir bien dormi. Carrément. En fait, c'est ça. Ouais. Et je rebondirai sur ce que tu disais. Pour moi, le point le plus important de tout le truc, c'est le déclencheur. Genre, qu'est-ce qui fait à l'instant T que ce message il t'a plu, tu vois? Est-ce que c'est parce que en ce moment tu passes une mauvaise période et du coup tu as envie de Ouais. résoudre ce problème-là? Tu vois, genre il y a forcément tu sais, la motivation intrinsèque, tu vois. Genre en gros, est-ce que c'est un discours qui t'a plu parce qu'on met en avant des promesses et donc ça permet de te projeter? Finalement, tout part de là, tu vois. Genre le prompt initial du qu'est-ce qui a attiré ton attention initialement et ensuite après comment tu traites l'information, tu vois. C'est très vrai. Parce que souvent, ce qui attire notre attention, ça repose sur notre cerveau limbique, sur nos émotions et nos affects. On est touché par un discours parce soit il nous brosse dans le sens du poil au niveau affectif et émotionnel, soit Ouais, il nous trigger et il nous blesse au même niveau. ouais, C'est très très rare des gens qui sont attirés par un discours parce que ce discours est rationnel et leur prouve par A plus B, leur donne des éléments factuels. ouais. Tout le monde s'en branle de ça, hein. C'est les vidéos qui font le moins de vues, ça. Ouais, on s'en bat les couilles. Malheureusement. C'est comme ça. Mais écoute, non, c'est super cool. Je pense qu'on peut.
terminer là-dessus, est-ce que tu aurais un message à mettre en avant, en lumière, pour terminer un petit drop the mic, une citation qui permet de conclure un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui là? Hum, C'est difficile ça. Il y a un truc que j'ai déjà dit mais que je vais redire, c'est qu'en fait, quand tu creuses et que tu retournes tout le problème dans tous les sens, t'en arrives à la conclusion que la solution à pas mal de nos problèmes, c'est juste d'apprendre à s'aimer et à s'estimer. Malheureusement, l'amour inconditionnel étant une ressource extrêmement rare, rares sont ceux qui en sont dotés comme ça par défaut, sans faire le travail. Donc il faut faire le travail et il faut il faut aller vers de la thérapie et un travail sur soi. Mais une fois qu'on a appris à faire ça, une fois qu'on a appris à s'aimer, bah, il suffit d'écouter son intuition et son instinct et ses émotions. Et en général, on prend les bonnes décisions. Le mental et l'ego étant un très mauvais maître, mais un très bon esclave. Un peu comme l'argent. Et sinon, sinon, je vous conseillerais d'aller voir mes vidéos et celles que j'ai faites avec mon associé où on essaye de mettre des claques de réalité et de le faire avec fermeté, mais avec douceur en même temps, tu vois. Une claque. Dur mais juste, avec claque douce. Non, c'est même pas ça, mais bah, d'arrêter de se mentir à soi-même et Ouais. d'accepter de voir le réel tel qu'il est Hmm. et de comprendre que même si ça a l'air douloureux et difficile, il fallait pas tant que ça. Et par contre, derrière, c'est que du kiff. Et si demain je veux bosser avec toi, par exemple, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que tu proposes? Des accompagnements, c'est des Ouais. formations, comment ça se passe? Je vends pas de formation. Moi, j'ai qu'une seule offre aujourd'hui avec Timothée, mon associé. Timothée Delahaye sur YouTube et sur Insta. Ouais. C'est un accompagnement qui s'étale sur 6 mois, qui s'étale entre 3 et 6 mois. Ça dépend des gens, ça dépend à quel rythme est-ce qu'ils vont digérer le travail. Mais disons qu'on dit 6 mois. Et c'est un travail qui, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui consiste à consolider les fondations avec un vrai travail de fond Ouais. en séance, à poser des bonnes bases en termes d'hygiène de vie selon des principes d'efficience et de résilience pour ne pas devenir esclave de tes routines, et ensuite à pouvoir bâtir dans de bonnes conditions. Et dans ce cadre-là, bah, on est amené à parler d'entrepreneuriat, de création de valeur, de principes économiques, de principes d'investissement, sans jamais donner de conseils en investissement, évidemment. Toujours. Toujours. Et ça, c'est un format hybride entre de la séance en one-one et du coaching de groupe. Et c'est à la fois de l'accompagnement, Ouais. un travail de coaching. Hmm. C'est des câlins et des coups de pied au cul. Ok. Tu vois, c'est l'énergie maman et l'énergie papa. Ok. Ça Parce que marche. s'il y a que l'un ou que l'autre, Ça marche pas. ça marche pas. Ouais. Et Et non. souvent, Ouais. vas-y, t'en prie. Non, non, mais en gros, la question, c'était en gros, il y a une entrée. C'est quoi l'entrée et la sortie de l'accompagnement? Ok. Ouais. Euh... Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais y répondre comme ça. Bah, l'entrée, c'est tous mes contenus. Il y a toujours le même lien. C'est un espèce de quiz, de questionnaire pour tous les gens qui se mentent à eux-mêmes sur leur santé et pour leur montrer à quel point ils se mentent à eux-mêmes. Ouais. Ensuite, ils reçoivent leurs résultats Ouais. sur WhatsApp. Ouais. C'est branché à Claude qui lui-même est nourri par énormément de contexte et de data que je lui ai fourni pendant des années. Et ensuite, bah, c'est une vidéo de 20 minutes dans laquelle j'explique, c'est une VSL en fait, une vidéo dans laquelle j'explique à qui est-ce que ça s'adresse ce qu'on fait, euh, un petit peu par quelles étapes il faut être passé pour être mûr pour faire ce travail. Donc déjà, avoir intégré que le dev perso, le biohacking et l'argent, ça va pas suffire. Ouais. Ensuite, c'est une vidéo dans laquelle j'explique comment on travaille, comment ça se déroule, qui on est, je me présente, je présente un petit peu Timothée. Ouais. Et à l'issue de cette vidéo, bah, c'est un formulaire pour réserver un appel avec moi et c'est un appel de vente et en même temps, c'est une séance de coaching et d'accompagnement, cet appel-là, parce que vu la, vu la profondeur des sujets sur lesquels on travaille, tu te doutes bien que si je suis trop vendeur, Hmm. bah, je vais me retrouver avec des clients qui savent pas pourquoi ils sont là et qui ont pas 100% envie d'être là. Et donc, ça va mal se passer. Et donc, bah, ils vont partir, on va les rembourser, ils seront pas contents et ça va me casser les couilles, tu vois. Pas complètement. Alors, ma Voilà le question, c'était, process. c'est intéressant, ma question, c'était plutôt, point d'entrée, point de sortie, c'était en gros l'état dans lequel l'entrepreneur va Ok, arriver dans ton accompagnement et l'état à laquelle il va ressortir pour qu'il puisse se projeter un petit peu justement sur ça, tu vois. ok. L'état dans lequel il va rentrer, pour moi, la caricature de ma cible caricaturale, c'est l'entrepreneur de plus de 25 ans
parce qu'avant 25 ans, il a encore énergie limitée, il se rend pas compte qu'il fait des dégâts. Ouais. Entrepreneur de plus de 25 ans qui commence à se rendre compte qu'il est dans une impasse et qui s'épuise et qui lutte de plus en plus et qui a besoin de toujours augmenter les doses, mais ça marche pas. Il est vraiment dans une impasse, il commence à comprendre, il commence à se rendre compte qu'il se traite mal, qu'il est dur avec lui-même, dur avec les autres, et qu'il est en train de courir une course où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et il est au bord du burn-out, où il s'en rapproche, ou alors il en a déjà fait un ou plusieurs. Donc il a tout essayé et il est toujours aussi mal. Il a tout fait bien, mais il se sent toujours aussi mal. Anxieux, stressé. Et à la sortie, alors moi je ne fais pas de promesses mirobolantes parce que je considère que les promesses mirobolantes c'est pour les enfants qui cherchent à être rassurés et qui cherchent à être pris en charge par un parent de substitution. Ouais. Et moi, je prétends travailler avec des gens qui sont un minimum adulte, un minimum responsable individuellement, ce qui exclut 90% de la population, hein, je l'assume. Ouais. De toute façon, à 1h10 de vidéo, on peut se permettre de dire ça. Et donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je fournis aux gens une liste des bénéfices de l'accompagnement que moi, je m'autorise à promettre. Et je leur demande dans cette liste de choisir 10 points qui sont les plus importants pour eux. Ouais. Et ensuite, en fonction de ces 10 points, bah, moi, je vais orienter le travail en leur disant quand même que bah, en 6 mois, on peut faire beaucoup de changements. On peut pas régler tous les problèmes parce qu'il y a des choses. Si t'as mis 25 ans à créer un problème, tu vas pas mettre 6 mois à le régler parfois. Malheureusement, il n'y a pas de repas gratuit. Il y a une forme de symétrie. Il n'y a pas de raccourci magique. Mais il y a quand même beaucoup de changements, ça peut bousculer plein de choses, ça peut changer des trajectoires, ça peut faire énormément de changements au niveau de l'énergie, du rapport à soi-même, de la manière dont on se traite, de notre logiciel interne, de la vision de la vie, euh, du rapport qu'on entretient avec ses proches, même avec son travail, son activité, ses choix de vie. Donc c'est très vaste. Mais je dirais que ce qui ressort le plus souvent, c'est de ne plus être drivé par la honte et la culpabilité. C'est d'être moins dans le jugement interne et dans l'hyper-contrôle. C'est de réussir à atteindre un vrai lâcher-prise. Et de réussir, c'est ça en fait, c'est réussir à passer d'un mode survie à juste vivre. Ok. Je dirais ça comme ça. Et si j'arrive à faire ça avec un client, moi je suis satisfait. Sinon, je le suis pas. Ça roule. C'est pas toujours facile, mais le protocole est rodé. Enfin, c'est même pas un protocole, parce que sinon c'est pas de l'accompagnement. Un protocole, ça s'adapte pas à la subjectivité des individus, mais euh, en fait, puisqu'on s'appuie sur des principes premiers, des principes fondamentaux et pas sur des règles, Ouais. bah, je pars du principe que ça augmente les probabilités que ça convienne aux gens qui viennent vers nous. Je vois. Et puisque je fais beaucoup le tri en amont, ne serait-ce qu'avec la façon que j'ai de m'exprimer et les sujets que j'aborde, les gens qui seraient imperméables à cette approche ne viennent pas. C'est bien, ça filtre, tu vois. Et voilà, tu vois, quelqu'un qui refuse le principe de responsabilité individuelle, très bien, Ouais. on pourra pas travailler ensemble. Ok. Voilà. Allez. Ça répond à ta question? Ça répond à toutes les questions et je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci en tout cas, c'était hyper intéressant. Et puis C'était un plaisir, mec, j'ai kiffé de ouf. on peut stopper là. Allez, vas-y. Hop.